Bonsoir chers téléspectateurs. Ravi de vous retrouver ce soir dans un nouveau numéro de Parlons-en. Aujourd'hui, nous recevons le docteur Zirbine Abbassa Asseni, auteur de l'ouvrage « Pourquoi tant de victimes sur la route ?» et aussi président de l'ONG Actions for Humanity, qui œuvre dans l'accessibilité aux soins des couches les plus vulnérables de la société. Bonsoir docteur. Bonsoir. Et merci d'avoir encore accepté une fois de plus notre invitation. C'est à moi de vous remercier pour m'avoir accordé cette opportunité de m'exprimer encore une deuxième fois sur ce même plateau. Le sujet du jour porte sur le don en kit que vous avez fait au niveau des services d'urgence, à savoir les sapeurs-pompiers et le SAMU. Donc avant même d'évoquer le sujet proprement dit, j'aimerais juste rappeler quelques chiffres sur les accidents de la route. Au Niger, en 2018, nous comptons 6428 accidents corporels, dont 900 décès. En 2019, 6583 accidents corporels avec 929 décès. En 2020, 7248 accidents avec 1405 décès, soit une hausse de 66% par rapport à 2019. Et en 2021, 7543 accidents corporels avec 1152 décès, avec Niamey en tête de liste avec près de 4000 personnes décédées juste dans la région de Niamey. 4000 accidents. 4000 accidents plutôt, voilà, juste pour la région de Niamey. La première question c'est, qu'est-ce que le kit Coupa? Donc, d'abord, là où est venue cette initiative, c'est que moi, par exemple, personnellement, en plus d'être coordinateur de cette ONG humanitaire, je suis également praticien hospitalier dans une spécialité chirurgicale, chirurgie traumatologique, qui prend en charge les blessés liés aux accidents de la route. Donc, cette initiative est venue d'un constat. D'abord, on a constaté que la plupart des victimes n'arrivent pas à honorer les ordonnances de premiers soins. Or, le blessé est là, il se tord de douleur, il faut le soulager. Et assez souvent, même quand on fait appel aux parents, le premier venu ne peut pas honorer l'ordonnance de premiers soins. Ou souvent, si c'est une heure tardive la nuit, les parents sont injoignables. C'est ça. Donc, face à ce défi-là, que nous avons pensé à lancer cette initiative intitulée le kit d'urgence pour accidenter le CUPA. Le principe est simple, c'est-à-dire que les kits sont d'abord offerts aux services de secours, c'est-à-dire les sapeurs-pompiers et le SAMI. Maintenant, au cours de leurs interventions, chaque accidenté est accompagné par le kit au niveau des services d'urgence des différents hôpitaux. Ok. Donc le constat, le parti de votre pratique médicale, vous avez constaté vraiment que la population a du mal à honorer les premiers soins, car c'est vrai, on n'est pas toujours équipé financièrement, on va dire, pour supporter les charges d'un accident qui arrive sans prévenir. Effectivement. Donc, et là aussi, l'autre aspect qu'il faut souligner, c'est que dans la plupart des travaux auxquels moi j'ai personnellement assisté, c'est que les blessés sont le plus souvent des motocyclistes. C'est ça. Or, qui parle de motocyclistes, parle des personnes qui n'ont pas un pouvoir d'achat assez élevé. Et la preuve, oui, c'est ça, la preuve, même la moto, c'est à peine qu'on arrive à trouver de quoi mettre du carburant. C'est ça. Donc, celui-là, est-ce qu'il est prêt à engager sa prise en charge en cas d'accident? Parce que ce qu'il faut savoir, l'accident, c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe quel moment. Qu'on ait les poches pleines ou vides, voilà, les poches pleines ou vides, ça peut nous arriver. Et, par exemple, quelqu'un peut quitter du quartier de l'aéroport en allant
au quartier Yantala, il peut faire un accident. C'est ça. Souvent, il n'a pas. Peut-être le carburant, même c'est à peine, il a de quoi mettre du carburant. Voilà. Celui-là, quand on l'évacue à l'hôpital, il faut attendre le parent pour acheter l'ordonnance de premiers soins. Donc, mais la santé n'attend pas, donc le blessé est là, il a mal, il faut le soigner, mais il n'y a rien pour le soigner. Surtout que celui qui accepte déjà le principe d'évacuation, c'est que c'est quelqu'un qui a mal. C'est ça. Parce que l'indemne, celui qui n'est pas blessé, lui, il ne demande pas. Il va juste se lever et puis prendre la route. Effectivement. De quoi est composé ce kit? Le kit CUPA est constitué essentiellement des produits de premiers soins. C'est-à-dire les antalgiques, de quoi soulager rapidement le patient, ou des produits de pansement en cas d'écorché de dermoabrasion. Il y a de quoi faire le pansement, comme les compresses, la bétadine que vous voyez. Donc normalement, c'est vraiment l'ordonnance standard dans les premiers soins d'urgence. Donc dans chaque kit, il y a tous ces éléments qu'on retrouve directement. Effectivement, le kit est composé de 11 produits. Et dans les 11 produits, vous trouverez tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire de quoi soulager le patient, le paracétamol injectable que nous voyons ici à l'image, et avec ses accessoires comme le salé, comme le perfuseur, le cathéter, les seringues. Et en plus de ça, vous avez la bétadine avec les compresses, de quoi faire le premier pansement. Et il y a aussi un flacon de salé, parce que souvent, c'est des blessés qui sont en état de choc, c'est ça, du fait de l'hémorragie. Donc, il faut les déchoquer. Et le déchocage commence par réhydrater le patient. En plus de lui donner à boire, il faut rapidement prendre la voie veineuse. Ça n'attend pas. C'est pourquoi quand les patients sont admis dans les hôpitaux, on prend rapidement la voie veineuse. Voilà, on fait passer soit l'antalgique ou le salé pour pouvoir le réhydrater, surtout s'il est en état de choc. Et l'avantage aussi de ce flacon de salé, c'est que l'accident, le plus souvent, c'est lié à des hautes vélocités. C'est ça, des gens qui roulent en excès de vitesse. Et le plus souvent, en dehors des fractures, nous avons aussi affaire à des plaies, voire même des fractures ouvertes. Or, la fracture ouverte, c'est la hantise en chirurgie traumatologique. C'est une plaie qu'il faut rapidement nettoyer, parce que si ça s'infecte, et a priori d'ailleurs on suppose que il y a déjà une surinfection, parce que c'est quelqu'un qui a fait son accident sur la voie publique avec la contamination du sable, voilà, et tout ce qui s'ensuit. Il faut rapidement laver avant les 6 heures. Et il y a même un geste qu'il faut faire qui est le parage, qui consiste à nettoyer chirurgicalement la plaie avant les 6 heures, parce que au-delà de 6 heures, on estime qu'il y a un risque de surinfection. Or, une fracture, quand elle s'infecte, on est parti pour des mois, voire des années de traitement. Parce que la consolidation est difficile à trouver en milieu infectieux. Donc voilà aussi l'avantage du salé, permettre de laver rapidement. Vous trouvez aussi une bande Velpo. Là, c'est utilisé aussi en cas d'hémorragie, si on veut rapidement faire un pansement compressif. Donc si c'est quelqu'un qui est admis avec des blessés, une blessure légère, on a quand même de quoi le prendre en charge pour les premiers soins. Voilà. Maintenant, pour les blessés graves, ou s'il s'agit d'une fracture de jambe, après les premiers soins, le malade est soulagé. Il faut l'envoyer à la radio. Après la radio, si on pose le diagnostic de la fracture en fonction du type de prise en charge, s'il faut l'opérer ou bien mettre un plâtre, là on rentre dans une autre phase de prise en charge. Voilà, donc en ce qui concerne le principe du CUPA, c'est juste
la première phase de prise en charge. Les premiers soins. Voilà, pour qu'on aille vite, parce que le patient est là, on doit lui faire une radio pour voir l'ampleur de la fracture, sur voir où, voilà, s'il n'y a pas une fracture. Or, s'il n'a pas reçu d'antalgique, on ne peut pas le mobiliser, il a mal. Il n'est pas calme, il n'est pas tranquille, il ne peut pas suivre les autres examens qui viendront après. Effectivement. Donc c'est vraiment un avantage d'avoir le kit pour le premier soin disponible déjà au niveau des services d'urgence. Des secours, au niveau des services de secours. Donc pour le moment, on a ciblé les services de secours. Donner directement aux services de secours. Là, ça va vite. Dès qu'on appelle, si c'est les sapeurs-pompiers, le 18. Qui sont directement... Donc, dès qu'on appelle le 18 ou si c'est le SAMU, dès qu'on appelle le 15, rapidement, on prend le kit et ils partent avec. S'il y a besoin d'utilisation directement, pas besoin d'attendre que la famille vienne ou bien d'aller à la pharmacie pour chercher. Les produits sont déjà disponibles. Effectivement. Donc, pour parler des avantages surtout de PIPA, c'est que non seulement ça accélère la prise en charge initiale, mais aussi ça a un effet économique. Parce que celui qui doit faire une radio après, les premiers soins, si déjà il reçoit les premiers soins gratuitement, ça lui permettra. Ça lui fait une belle... La somme des produits, ça nous fait dans les 9150. Donc déjà, près de 10 000 d'économiser. Et déjà prise en charge personnellement, ça soulage et ça soulage les poches aussi. Effectivement. Donc, je suis en train de parler des avantages. L'avantage aussi, comme ça accélère la prise en charge initiale, donc pour ceux qui sont blessés légèrement, c'est des patients qu'on peut rapidement faire sortir du service des urgences. Ça permet vraiment de désengorger ce service, de libérer vite les lits. Or, pour un patient qui doit être libéré juste à l'entrée, qui a des blessures légères, il attend parce qu'il n'a pas les produits de premier soin pendant 6 heures, 8 heures de temps. Alors qu'on continue à amener, vous voyez, le service des urgences, ça ne s'arrête presque pas. Dans tous les hôpitaux, oui, ça bouge. Si on arrive à libérer les blessures légères directement, à les évacuer le plus rapidement possible, ça soulage aussi les médecins. Effectivement. Et l'autre avantage aussi, c'est que ça améliore la prise en charge. Parce que c'est ça le résultat pour le praticien, mais aussi pour l'administrateur de l'hôpital, parce qu'on veut avoir des résultats en termes de soins. Donc, si on a déjà cette garantie qui peut au moins apporter cette amélioration, c'est vraiment quelque chose de plus. Et là, ça diminue également le taux de mortalité et de handicap. C'est ça. Parce que c'est ce que j'ai dit, une fracture ouverte qui s'infecte, on est parti pour des mois, voire des années. Le plus souvent, ça peut terminer par une amputation. Or là, c'est autre chose. C'est une autre phase encore, d'autres problèmes qui vont s'ajouter encore. Effectivement. La douleur aussi, à un certain degré, la douleur devient insupportable. On peut faire ce qu'on appelle un choc vagal si la douleur est intense, et faire un arrêt cardiaque. En ressentant énormément de douleur. Imaginez, j'ai parlé des traumatismes liés à un excès de vitesse. Le gars, le plus souvent, il vient avec un traumatisme de 2 membres, voire 3. C'est ça. Donc la douleur est vraiment à un autre niveau. Effectivement, et surtout chez les traumatisés crâniens aussi, ça... Surtout les motocyclistes qui ne portent pas de casque, il faut vraiment faire un point, le casque est vraiment important. Effectivement, le casque, au-delà même de la verbalisation, c'est quelque chose qui protège. C'est quelque chose qui protège. Je pense que si le jour où le message là passera, les usagers prendront conscience de l'intérêt du port de casque, mais aussi la ceinture de sécurité, parce que les deux vont ensemble. Ceinture de sécurité pour le véhicule, l'automobile, et le port de casque pour les motos. Quel appel avez-vous à faire passer aux citoyens qui veulent aider ou qui veulent se mobiliser, par exemple, pour la généralisation de ces kits? Oui, en fait, ici, c'est un message que nous voulons
faire passer. D'abord, plaider pour la cause de ces victimes des accidents de la route, c'est-à-dire créer une solidarité autour de ces victimes-là, partout où elles se trouvent, pas seulement à Niamey, sur l'ensemble du territoire national. De comprendre qu'on a affaire à des gens qui souffrent. Chaque jour, nous entendons l'ambulance qui passe, mais derrière ce bruit-là, il faut comprendre qu'il y en a qui se tombent de douleur et qui ont besoin d'être soulagés, soit tout de suite dans l'ambulance, ou c'est parce que s'il y a des dispositifs, par exemple le cas du SAMI, ils ont assez de dispositifs parce que c'est des infirmiers, des médecins. On peut rapidement placer le perfusion pour soulager le patient. Et donc de comprendre que derrière ce bruit de l'ambulance, il y a quelqu'un qui se tord de douleur et qui a besoin tout de suite d'être soulagé. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc créer cette solidarité, c'est pourquoi nous appelons l'ensemble des citoyens à se mobiliser autour de cette initiative, voilà, qui consiste juste à prendre son kit et d'amener au niveau des services de secours. On n'a pas besoin de passer par l'ONG. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment généraliser le dispositif. L'idée. Voilà. D'ailleurs, le 22 passé, en plus du lancement que nous avons fait le 13 novembre à la place Tomo, le 22 novembre passé, nous avons mené la même activité à Zander, en marge de la journée africaine de la sécurité routière. Ok. Donc ça se généralise, ça tend à se généraliser un peu dans toutes les régions. Effectivement. Donc de savoir aussi qu'avec 9150 francs, on peut sauver une vie. C'est ça. On peut sauver quelqu'un de handicap. C'est ça. Voilà, une prise en charge rapide, ça aide toujours. Effectivement. Ne pas attendre d'aller à l'hôpital, attendre les parents, attendre les amis, essayer de collecter l'argent par-ci, par-là, perdre toute une journée peut-être juste pour les premiers soins. C'est ça. Après, il y aura des complications, on ne sait pas encore. C'est ça. J'ai parlé de la fracture ouverte qu'on doit rapidement nettoyer dans les 6 heures qui suivent. Et si on doit attendre ce que vous avez dit, la famille, pendant une journée, 24 heures, parce que nous, souvent, on peut confronter à des cas où il faut aller jusqu'à au-delà de 24 heures. Donc, vous voyez, déjà le pronostic. Si on vise la fenêtre de 6 heures, on doit attendre 24 heures, là, ça devient compliqué. Effectivement. Donc, vraiment, c'est un plus dans les efforts de ce que les hôpitaux sont en train de réaliser en matière de prise en charge des accidents de la circulation routière. Oui, effectivement. Vous êtes l'auteur d'un livre, je disais tout à l'heure, pourquoi tant de victimes sur la route? Une question. Dans le livre, vous évoquez des notions, à savoir la devise, l'hymne et le blason de la conduite. Vous pouvez un peu développer les concepts? Oui, en fait, l'idée de cet ouvrage, c'est de montrer la dimension, une autre dimension de la sécurité routière. Parce que pour moi, la sécurité routière est bidimensionnelle, c'est-à-dire à 2 dimensions. Il y a d'abord la dimension législative et réglementaire, connue de tous, le code de la route, les règlements en vigueur. Il y a aussi cette dimension comportementale et vitale, pour moi, que j'appelle tout simplement la dimension humaine. Je pense que si on arrive à comprendre cette dimension, on peut régler beaucoup de problèmes. C'est ça. Et surtout, tout le monde le dit aujourd'hui, c'est un problème de comportement. Quand on voit ce qui se passe sur la route, c'est un problème de comportement. La plupart des accidents, c'est on va dire des problèmes, c'est les gens qui font en sorte que ça arrive. Oui, effectivement, c'est pourquoi la plupart des études ont montré l'implication du conducteur à près de 90% des accidents. 90%. Dans 90% des accidents, le conducteur est impliqué. Donc pour les 10%, c'est une cause liée au véhicule ou bien à l'environnement
routier. Donc, vous voyez le problème qui se pose. Donc là, à partir du moment où on sait déjà l'acteur du film, donc là, il faut travailler. Il faut travailler sur l'aptitude à la conduite. C'est ça l'idée de cet ouvrage. Travailler pour conscientiser les gens, pour que les gens puissent changer de comportement. Parce que quand on change de comportement, on préserve sa propre vie, mais aussi celle des autres. C'est ça le changement de comportement. C'est ça. Ne pas juste pour la vie qu'il faut changer la vie. Ne pas juste rester sur le fait que la loi dit, contraindre les gens, leur expliquer l'importance de se préserver soi-même et de préserver les autres. Effectivement, cette dimension humaine-là, en tant qu'humain, on doit comprendre ça. Que derrière un accident, le plus souvent, s'il y a mort d'homme, c'est toute une famille qui bascule dans la précarité. Parce que le profil de l'accidenté aujourd'hui, c'est un adulte jeune. Le plus souvent, c'est un père de famille, un membre ou bien un membre actif de la famille. C'est ça. Celui qui cherche. Quelqu'un sur qui les gens comptent. Les gens comptent. Donc, vous voyez le drame que ça entraîne au sein de la famille. Et au-delà même de la famille, c'est toute une société qui est impactée. C'est ça. Donc, d'où, dans ce livre, j'ai commencé par le concept de la maladie de la route. Donc, toujours dans l'idée vraiment de toucher les consciences pour induire un changement de comportement. C'est quoi la maladie de la route? La maladie de la route, c'est l'ensemble des conséquences immédiates et tardives engendrées par un accident de la route, qu'elle soit sanitaire, sociale, professionnelle et économique. Autrement dit, c'est l'impact global d'un accident de la route. Qu'est-ce que j'aimerais faire sortir? C'est pour dire qu'un déplacement ordinaire peut se transformer en drame. C'est ça. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que au-delà de ce que nous voyons, la fracture de jambes, par exemple, il y a un délai de consolidation qui est au minimum 3 mois. Au minimum 3 mois. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui est condamné à rester. Être inactif durant tout ce temps. Pendant 3 mois. C'est ça. Et là aussi, ça peut dépasser. Si c'est comme au-delà aussi de ça, on ne souhaite pas. S'il y a des cas qui vont jusqu'à conduire à une amputation, là on a affaire à un handicapé. Donc c'est de comprendre qu'au-delà, c'est pourquoi je parle de maladie de la route. C'est ça. C'est l'ensemble de ces conséquences-là. Et celui qui a aussi une fracture de jambe, il doit dépenser. C'est ça. Donc il y a des conséquences économiques. Pour les soins. Souvent on voit des gens, ils sont obligés de dépenser tout ce qu'ils ont économisé. Et il n'y a pas que seulement la blessure corporelle, le dommage matériel aussi. C'est ça. Et celui qui a un pare-brise brisé, il doit dépenser de l'argent pour le réparer. Ça aussi, il y a des conséquences économiques. Et toutes ces conséquences-là vont dans le sens de ce que j'ai appelé le dommage social. Parce que celui qui dépense, ou bien qui est handicapé, qui a une invalidité liée à un traumatisme, ça impacte sur l'économie de sa famille. Celui qui a aussi un engin endommagé, il est obligé souvent de dépenser dans ce qu'il a économisé. Je prends par exemple le cas d'un taximan, il peut dépenser jusqu'à 2 semaines de recette. Juste pour la réparation. Voilà, donc c'est le dommage matériel et économique et matériel, le dommage corporel matériel qui vont engendrer ce que j'ai appelé le dommage social. C'est pourquoi dans le livre, j'ai créé encore ce qu'on appelle le concept de la théorie du trouble des dommages. C'est-à-dire qu'un accident peut entraîner un dommage corporel plus un dommage social. C'est ça. D'accord? Parce que du fait de l'impact de l'accident ou de la blessure sur l'économie, sur l'activité de la victime, un accident, ça peut entraîner aussi un dommage matériel plus social du fait de l'impact économique du dommage matériel
sur l'engin, parce qu'il y a des engins tellement endommagés, c'est irrécupérable. Or, si c'est la source de revenus de la famille, c'est d'autres problèmes. Ça impacte encore. C'est pourquoi au niveau mondial, on calcule l'impact en fonction du PIB. Et dans les pays en voie de développement, on parle de 2% du PIB. Juste l'accident engendre par an. De pertes. Juste dans les accidents, on a perdu dans les 2% du PIB. Effectivement. Parce qu'ici au Niger, on n'a pas encore le dispositif pour calculer l'impact économique. Mais j'ai vu des pays comme le Maroc où on parle des milliards de dirhams par an. Au Niger aussi, si on doit calculer, on va se retrouver avec des centaines de milliards. C'est ça. Entre la prise en charge, les pertes économiques, les dépenses, les soins, tout ça, c'est de l'argent qu'on pouvait mettre quelque part, on va dire. Effectivement, il y a aussi le licenciement qu'il faut souligner. Celui qui a un handicap peut être victime de licenciement. Si on le considère comme inactif, comme ne pouvant pas tenir le travail, on peut lui trouver un remplacement. Donc, en dehors de ces concepts, j'ai développé également dans cet ouvrage le concept de la devise de la conduite. Parce que pour moi, c'est pourquoi je parle de cette dimension comportementale et vitale, quoi. C'est-à-dire au-delà de la maîtrise du code de la route, le conducteur doit cultiver un certain nombre de valeurs. Donc c'est comme la devise de la République. Donc pour la conduite aussi, j'ai développé six valeurs, à savoir l'expérience, la prudence, la patience, la sérénité, la discipline et l'humanisme. Et je les ai définis, vous allez voir comment j'ai défini chaque valeur pour montrer l'importance par exemple de l'expérience ou de la prudence quand on est au volant. Et les 6 premières valeurs sont des valeurs qui concourent à renforcer l'attitude du conducteur. Et la dernière valeur, qui est l'humanisme, c'est une valeur qui renforce les relations interhumaines. C'est pourquoi je dis qu'il faut que les gens parviennent à comprendre cette dimension, que la route, c'est un environnement humain, où on rencontre tous les types d'individus, chacun avec son propre comportement, chacun avec sa destination. On n'a pas, chacun avec sa destination. La route, c'est aussi un environnement social. Il faut partager, il faut savoir la partager. Les embouteillages, c'est juste une question de patience. On laisse un seul véhicule passer, tout le monde pourra passer, mais quelqu'un est plus pressé que tout le monde, voilà, il bloque. Tout le monde est pressé, tout le monde est, voilà, et puis au final, personne ne passe. Effectivement. Donc c'est pourquoi vous allez voir, par exemple, dans la définition de ces valeurs, et, par exemple, la patience. On parle de patience. Nous, au Niger, tout le monde est pressé, les gens sont impatients. Comment j'ai défini la patience? La patience, à la conduite, c'est l'aptitude du conducteur à attendre sans se lasser ni s'irriter. Sans se lasser ni s'irriter. Pas dire, ah non, moi je suis trop pressé. Voilà. Donc, la prudence aussi, je le définis comme étant un acte réfléchi et mesuré qui aide le conducteur à prendre des précautions pour ne pas risquer sa vie et celle des autres. L'espérance, c'est vrai, c'est quelque chose qui vient au fil du temps. Donc voilà, ça s'acquiert au fil du temps. C'est pourquoi on parle de débutants et d'experts au fil du temps sur la route. Donc de montrer que l'espérance, ça ne peut pas venir tout de suite. Et même quand on est expérimenté d'ailleurs, on a besoin d'être prudent. Des fois, c'est même ça le piège. Lorsqu'on est expérimenté, on dit bon, j'ai l'habitude, rien ne peut m'arriver. Effectivement. Donc, et pour la sérénité aussi, le conducteur, c'est quelqu'un qui a besoin d'être serein. Vous savez, au volant,
une seconde d'inattention est fatale. C'est ça. Donc on a besoin d'être serein. D'autant plus qu'on peut être trompé par son propre comportement. Surtout si c'est une route inconnue ou bien si c'est la nuit, la route est mal éclairée ou bien l'engin même est mal éclairé parce que c'est les deux. Hein. Oui. La route peut être mal éclairée, l'engin aussi. Vous le voyez, il y en a qui roulent sans phare. Et le conducteur, c'est quelqu'un aussi qui peut être trompé par son propre engin. Le même engin, c'est pourquoi on dit il ne faut pas avoir confiance à un engin. C'est ça. On peut être trompé par son propre engin. Parce que les freins sont bons et ils nous lâchent au dernier moment. Voilà, donc d'où il faut être serein au volant. Le conducteur, c'est quelqu'un qui peut être trompé aussi par la route. La même voie qu'on a l'habitude d'emprunter. Souvent, le cassis sur lequel on passe tous les jours, il arrive souvent où on pense que c'est devant, c'est juste à côté. On continue d'accélérer au lieu de décélérer. Voilà, donc c'est ça la sérénité à la conduite. Et de l'autre côté, la discipline. La discipline aussi, c'est l'aptitude du conducteur à respecter les lois et les règlements en vigueur, surtout. C'est ça aussi, parce qu'il ne suffit pas de dire que non, je maîtrise le code de la route. Oui, même quand on maîtrise, on peut enfreindre. C'est pourquoi la verbalisation. Donc, il faut respecter. Ce n'est pas seulement le code, au-delà du code, il y a aussi des règlements en vigueur. Il faut appliquer aussi les principes qu'on a appris au code. Oui, effectivement. Sans téléphone, sans toutes les choses comme ça. Donc, enfin l'humanisme, comme je l'ai dit, ça renforce les relations interhumaines. C'est-à-dire de savoir quand on est au volant, je suis un humain, comme l'autre qui est également au volant. Donc, pas la peine de s'insulter. Et quand on entend souvent des choses, mais on est vraiment... Il y a aujourd'hui, juste une anecdote sur ça, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il y a justement un cas d'un taximan et d'un motocycliste qui l'a doublé, ils sont partis s'arrêter, maintenant ils sont en train de se battre à cause de ça. Oui, je vais arriver à là. Et c'est-à-dire c'est de montrer de l'humanisme au volant, c'est-à-dire de montrer, j'aimerais montrer que la conduite c'est une question de courtoisie. Nous sommes avant tout des adultes. C'est ça. Donc, soyons courtois entre nous. Tous les cas, c'est une question de vie. Si on dit que non, l'autre, non, je peux pas, je préfère aller couper sa priorité, tu peux tomber sur un piéton que tu ne vois pas, qui est caché par son véhicule. Surtout si c'est un enfant. Les enfants ne sont pas visibles du fait de leur taille. C'est ça. Si c'est la nuit aussi, même si c'est un adulte, on ne peut pas le voir. Avec l'obscurité. Donc voilà, d'où nous devons cultiver ce sens de l'humanisme, c'est-à-dire la courtoisie au volant. Ce que vous évoquez tout à l'heure, c'est-à-dire c'est le manque de tout ça là, cette dimension humaine qui explique certaines choses. Parce qu'aujourd'hui, on a affaire à une violence routière. C'est ça le terme. Ce que vous dites, on a une violence routière et vous allez affaire souvent à des violences verbales, voire physiques. Physique, c'est ça. Et on a l'habitude de voir ça sur les réseaux sociaux. Et surtout les rodéos. Ceux qui font les rodéos, ça c'est de la violence routière. Et c'est ça qui doit interpeller les consciences. À partir du moment où cette insécurité routière s'est transformée en violence routière, ça veut dire qu'on est tous des victimes potentielles. C'est ça. Et on n'a pas besoin seulement d'être sur la route pour être victime. Parce que, par exemple, un rodéo, quelqu'un qui joue dans un quartier, il peut écraser un vieillard qui est assis devant une porte. Il peut écraser un enfant. C'est quelqu'un qui peut rentrer dans une boutique. Ça veut dire que l'insécurité routière a quitté la route pour venir dans les quartiers, dans les zones résidentielles, là où normalement, en principe, tu peux laisser ton enfant sortir sans risque. Là maintenant, avec les véhicules qui passent n'importe comment, c'est encore un autre danger à prendre en compte. Effectivement. Donc c'est ça, nous sommes au stade de violence routière. C'est pourquoi nous devons être tous interpellés, parce que les accidents, c'est la responsabilité de tous. Et que ce soit des usagers eux-mêmes, parce que ça doit commencer par les usagers. Mais au-delà, ça interpelle aussi les décideurs politiques, bref, l'ensemble des acteurs de la sécurité routière. Tout le monde est concerné, tout le monde doit prendre conscience
du danger que tout le monde subit. Parce que tu peux être en train de marcher tranquillement, le véhicule sort de derrière, mais toi tu ne sais même pas, on te ramasse. Et voilà, les problèmes, le début commence. Et malheureusement, on fait ces victimes chaque jour. C'est ça. Et avec même les statistiques de communiqué qu'on évoquait tout à l'heure. Voilà, par l'agence nigérienne de la sécurité routière à Niger. Et ce que j'ai, quand on fait les statistiques par jour, les 152 morts que vous avez évoquées, ça fait 3 morts par jour sur nos routes au Niger. C'est de trop. Ça veut dire qu'au Niger, chaque jour, 3 personnes meurent sur nos routes. Dans les accidents. Et quand on fait aussi les statistiques selon le nombre de blessés, ça revient à 33 personnes blessées sur nos routes par jour. Et quand je dis blessés, j'ai parlé tout à l'heure du dommage corporel que ça engendre. Que ça engendre. Donc c'est 33 familles dans le désarroi chaque jour. Effectivement. Sans tenir compte. Bon, 36, on va dire avec la mort, c'est encore un autre aspect. Mais uniquement pour les blessés, c'est pratiquement toute une ville qui chaque jour, 33 familles, ça touche tout le monde. Ah oui, parce que vous avez dit tout à l'heure aussi dans votre introduction que Niamey seul a presque 4 000 de 7 500 cas d'accident. Ça veut dire que la capitale, elle seule, dépasse la moitié du nombre d'accidents. De tous les pays. De tous les pays, de l'ensemble du pays. Et après Niamey, c'est la ville de Zender qui vient en deuxième position avec 7543. Après la ville de Zender, c'est la ville de Maradi et de Dosso qui viennent en ex-aequo avec 500 et quelques accidents. Donc vous voyez, tout ça c'est de trop. C'est ça. Tout ça c'est de trop. Alors que c'est des accidents la plupart des temps évitables. Évitable. Il suffit de changer de comportement pour les éviter. Donc, je vais encore évoluer dans les concepts développés dans le livre, dans l'ouvrage. J'ai développé aussi ce qu'il appelé l'hymne de la conduite. Parce que j'ai parlé tout à l'heure de la discipline, de la courtoisie. Parce que c'est de cela il s'agit, de la courtoisie. Donc, ce thème, je l'ai composé surtout à l'endroit des enfants. Parce que je pense que la meilleure manière de régler tout ce problème-là, c'est de retourner en arrière au niveau de l'éducation de base. Donc vous trouverez dans le poème, il y a non seulement les 6 valeurs de la conduite, et il y a aussi des comportements à bannir, mais aussi des principes à respecter sur la route. Donc pour préparer déjà la conscience de l'enfant. Les futurs conducteurs. Les futurs conducteurs. Parce que c'est ça, il faut façonner des usagers courtois, des conducteurs courtois. Sans ça, nous n'allons pas nous en sortir. Et là, quand je dis ça, il faut prévoir l'impact de tout ça, là, peut-être dans 20 ans, 30 ans. C'est ça, on estime qu'on pourra régler beaucoup de choses. Et en dehors de la devise, l'hymne, j'ai développé aussi le concept de blason de la conduite. Parce que pour moi, la conduite, c'est un métier à part entière. C'est un métier noble. Donc, qui doit avoir un insigne, si vous voulez, un symbole. Donc, d'où l'idée de créer ce blason. Vous allez voir le blason, c'est une sorte de mini-armoirie bien décorée où vous avez presque tous les aspects de la sécurité routière. Excès de vitesse, téléphone, alcool. Et il y a également les valeurs, les 6 valeurs dans le livre, à la page 52 rapidement. Voilà, donc comme je l'ai dit, c'est une mini-armoirie. Voilà, donc c'est une mini-armoirie. Je ne sais pas si la caméra peut
peut voir. Donc on retrouve les 6 valeurs, la discipline, la patience, la sérénité, la prudence, l'expérience et l'humanisme. Donc il y a d'abord un décor à l'intérieur de ce blason. Malheureusement on ne voit pas ça. Et qui est fait par les 6 valeurs de la devise. À l'extérieur de ça, vous avez des décors qui parlent, par exemple, de l'excès de vitesse, où vous avez le vert, c'est moins de 100 km/h. Bon, moins de 100 km, ça c'est en termes de risque. Oui, de risque. Parce qu'on estime qu'en deçà de 100 km/h, le risque est minime. Mais le risque d'accident est toujours là, attention. À 50 km/h même, on peut faire un accident. Mais d'ailleurs, même en stationnement, même, on peut faire un accident. C'est ça. Quelqu'un peut venir. En étant assis, quelqu'un peut venir. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment d'exhorter les gens à limiter la vitesse en deçà de 100 km/h. Vous avez un jeune un intervalle de 100 à 50 km/h. Pourquoi les jeunes? C'est comme le feu optique, quoi. Quand vous avez le jeune, voilà, donc pour dire que attention, entre 100 et 150 km/h, vous êtes en danger. Et vous avez le troisième, c'est au-delà de 150 km, ça je fais en rouge, ça c'est danger de mort. Parce que au-delà de 150 km/h, c'est quoi? Pourquoi je parle de danger de mort? C'est-à-dire quand on fait un accident à 150 km/h, le risque de dommage corporel est élevé. C'est ça. Le véhicule peut se retourner. C'est ça. S'il y a collision avec un arbre ou quelque chose comme ça. Si ça a collision avec un arbre. À 150 km, même si on freine, le véhicule s'arrête quand? Effectivement. Donc vous voyez aussi dans le décor du blason de la conduite, j'ai parlé de la ceinture, l'éthique routière, je vais revenir sur ça plus loin. Et j'ai parlé aussi du code. Le respect du code. Voilà, de l'autre côté aussi, ça c'est en vert, en rouge, j'ai mis le téléphone, l'alcool, la drogue au volant. Pour dire voilà le danger. Voilà, donc au-delà de ça, il y a aussi une étoile dans l'ornement de ce blason, parce que l'étoile est synonyme de guide. Même dans l'époque ancienne, l'étoile est utilisée, que ce soit sur les mers ou bien dans le désert. Pour se référer. Et l'étoile dans le blason représente aussi le conducteur. C'est pour dire que le conducteur, c'est une étoile. Voilà. Donc, c'est pourquoi même sur le titre même j'ai oublié d'évoquer ça, de l'hymne, le titre de l'hymne est intitulé Le soldat de la route. Le soldat de la route, c'est-à-dire que le conducteur est un soldat, parce que c'est quelqu'un qui œuvre pour sauver sa vie, mais aussi celle des autres. Effectivement. Donc, c'est comme un soldat qui est au front. Il se bat pour sauver sa vie, mais aussi pour sauver celle des autres citoyens. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est cette dimension de la sécurité routière. C'est ça. Voilà, donc au-delà de ça, du blason de la conduite, j'ai développé également le concept d'éthique routière. Parce qu'il s'agit d'une question de vie. Qui parle de question de vie parle d'un minimum d'éthique. C'est des vies qu'on vous confie. Il faut voir par exemple le conducteur du véhicule de transport en commun, quelqu'un qui prend 70 passagers dans un bus. Celui-là, il doit savoir qu'il a en charge ou la responsabilité de 70 âmes sur ses épaules. Voilà, donc il doit avoir un minimum d'éthique routière, au-delà même de la législation ou de la réglementation. Il faut qu'il comprenne cette dimension. Il doit tenir en compte des gens qu'il a et des familles qui sont derrière ces gens. Sa propre vie, mais aussi celle de 17 autres personnes. Voilà, c'est ça le sens de l'éthique routière. Et vous allez voir, j'ai développé jusqu'à 20 conseils, ce que j'ai appelé le conseil d'éthique routière à l'endroit du conducteur, pour pousser les gens à comprendre ce niveau.
Parce que ce qui m'a inspiré, c'est comme la médecine, par exemple. Le médecin, l'infirmier, il a en charge une vie. Donc, au-delà du code de la déontologie qu'on lui apprend, il doit avoir un minimum d'éthique. C'est ça. Sinon, sans ça, il ne peut pas s'en sortir. C'est ça. Et pour moi, la conduite aussi doit être doit être aussi réglementé ou quoi. Je ne parle pas de réglementé parce que ça c'est pas de la réglementation, doit être vu aussi dans ce angle, parce que là ce que j'ai développé peut-être ça va apporter un plus à la réglementation ou à la législation routière. Comme je l'ai dit, le but c'est de montrer la dimension humaine, quoi. Donc là vraiment c'est un plus. Voilà, pour moi l'éthique routière aussi apportera un plus si on arrive à inculquer ça dans les habitudes routières des populations. Donc au-delà du conducteur, pour l'éthique routière, il y a aussi l'éthique pour le passager. Parce que le passager aussi doit comprendre un minimum de choses pour ne pas exposer sa vie. Par exemple, le passager doit comprendre que s'il monte sur une moto, il doit porter son casque. Si c'est dans un véhicule, il doit attacher sa ceinture de sécurité. Il doit comprendre qu'il ne doit pas menacer le conducteur, parce que le conducteur n'a pas d'esprit. Ne pas le déranger. Ne pas le déranger, effectivement. Donc c'est des conseils comme ça. Et pour le conducteur, le passager aussi, pour le piéton, mais aussi pour l'enfant. C'est ça. Pour l'enfant, parce que j'ai dit il faut qu'on travaille à la base si nous voulons réellement façonner des vrais usagers de la route. Pour améliorer la société et tout ça. Effectivement. Donc dans l'éthique routière, vous trouverez beaucoup de conseils pour résumer, non seulement pour le conducteur, le passager, le piéton et aussi pour l'enfant. C'est le futur conducteur de demain. Effectivement, même s'il n'est pas futur conducteur, l'enfant aussi doit avoir un certain nombre de comportements pour préserver sa vie. Ah oui, il doit comprendre certaines choses. De ne pas jouer à vélo, monter sur un vélo à deux, ou bien de ne pas rouler à vélo sur la route. Au milieu de la circulation. De ne pas monter sur un vélo la nuit. D'accord. L'enfant aussi, on doit lui expliquer à ne pas toucher au tableau de bord, par exemple, quand il est dans le véhicule avec ses parents. On doit aussi lui apprendre à ne pas ouvrir la portière. On doit lui apprendre à ne pas sortir du côté de la route. Voilà, du côté du chauffeur. Donc il y a beaucoup de choses que j'ai essayé de mettre. Mais ça va aussi au-delà de ça, jusqu'au niveau de l'école. Comment l'enfant doit se comporter à l'école pour éviter de s'exposer aux accidents de la route. Parce que c'est une couche assez vulnérable, les enfants, du fait de leur taille, mais aussi de manque de conscience, parce que l'enfant ne peut pas maîtriser le niveau de danger. C'est ça. Donc, c'est pourquoi le plus souvent, ils sont exposés. Je pense que c'est des concepts qui méritent d'être un peu approfondis. On essaiera de revenir une autre fois sur ça, Inch'Allah. Donc prochainement, on va revenir parce que ce n'est pas seulement les seuls concepts. Par exemple, dans la partie des facteurs accidentogènes, c'est-à-dire les facteurs de risque, c'est ça les facteurs accidentogènes. J'ai aussi développé beaucoup de concepts dans ce sens. Peut-être qu'on aura un jour l'occasion de parler. Puis la dernière partie s'appelle sur les mesures de sécurité routière. Là aussi, c'est une partie à part où il y a beaucoup de choses à dire. Chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de notre émission et bonne journée, bonne suite avec la chaîne Tambara.